Une femme béninoise, vous disposez d'une compétence avérée. Inscrivez-vous dans la base de données des compétences féminines du Bénin, un creuset exceptionnel de promotion des femmes du Bénin. Le compendium des compétences féminines du Bénin, c'est quoi? Une application dynamique dotée d'une base de données centralisée et renseignée à partir des informations liées aux inscriptions des femmes sur la plateforme. Elle a pour but de révéler et promouvoir les compétences féminines existantes dans tous les secteurs et sur l'ensemble du territoire national et à la diaspora. Quels sont les objectifs de la plateforme? Renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées en révélant et en promouvant des compétences féminines existantes dans tous les secteurs, aussi bien sur l'ensemble du territoire national que dans la diaspora. Fournir des informations utiles aux présidents des institutions de l'État, aux autorités politico-administratives, aux partis politiques, pour le recrutement, la nomination ou la représentation des femmes. Identifier les secteurs où les femmes sont sous-représentées afin d'inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l'équité et de la justice sociale. Promouvoir des cadres d'échange entre les femmes leaders d'une part et d'autre part entre les femmes leaders et les femmes à la base communautaire. Favoriser le réseautage entre les femmes pour assurer la veille et le plaidoyer. Qui peut s'inscrire? Les femmes de l'administration publique, les femmes du secteur privé, entreprises et sociétés, les femmes universitaires, les femmes des organisations de la société civile, OSC, les femmes des organismes et institutions internationaux, les femmes au niveau communautaire, associations et groupements féminins, les femmes de la diaspora, les femmes leaders politiques. Quels sont les critères d'inscription? Justifier de sa compétence dans un domaine donné et disposer d'un numéro d'identification personnelle, NIP. L'inscription sur la plateforme est libre et gratuite. Comment s'inscrire? S'inscrire ou se faire inscrire directement en ligne sur la plateforme en tapant sur le lien suivant lescompétencesfemmesbénin.social.gouv.bj. Remplissez tous les champs obligatoires du formulaire d'inscription, puis cliquez sur Enregistrer. Vous recevrez ensuite un mail de notification avec lien et code d'activation. Vous faites l'activation du compte avec le code envoyé dans votre mail. Ensuite, remplis les informations relatives aux qualifications, expériences, publications et références. Il ne s'agit pas d'un recensement des femmes. Le compendium vise à faire la promotion de la femme dans tous les domaines de la vie publique, économique, politique et socio-culturelle. Cinq sur 7 matin, bienvenue si vous venez à l'instant de nous rejoindre. Les accidents de la vie courante sont responsables chaque année de plusieurs cas de décès. Même si c'est chez soi que l'on se sent le plus en sécurité, eh bien, la maison recèle deux dangers que l'on n'imagine pas toujours. Première victime d'accidents domestiques, les enfants, mais les adultes ne sont pas exclus aussi. Et par ces temps particulièrement agités du fait des célébrations, des commémorations de fin d'année, comment faire en sorte d'éviter ces cas malencontreux? Coupures, brûlures, intoxication, comment éviter les accidents à la maison, comment réagir surtout, parce que c'est de ça qu'il est question, et sur quelle partie de la maison doit-on concentrer notre attention, quels sont les gestes simples qu'il faut adopter, comment mettre en garde les enfants. Yasmine, bonjour. Bonjour Rodrigue et mon ami. Une liste, une kyrielle de préoccupations que j'ai recensées, tout particulièrement parce que le sujet m'intéresse fortement. J'ai compris. Absolument. Donc, on va essayer de répondre à toutes les préoccupations, je l'espère. Oui, je l'espère bien dans le temps que vous nous accordez. Absolument. C'est pourquoi vous êtes venu sur le plateau avec un chronomètre. J'ai remarqué ça aussi. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs, avec Emond et notre invité, un chirurgien des hôpitaux à la retraite, Simon Seto. Nous allons voir un peu les accidents domestiques courantes et plus précisément en cette période de fête où, entre les repas, la décoration, très vite c'est arrivé un accident, surtout avec les enfants qui, on les voit rapidement mettre le courant, les câbles dans la bouche pendant que ce câble est branché dans une prise. On verra tous ces détails avec notre médecin. Bonjour, docteur Simon Seto. Bonjour, madame. Alors, comment ça va? En forme. Toujours en pleine forme avec son chapeau sur la tête. Vous ne craignez pas les accidents domestiques?
Ah oui, c'est à craindre et à tout moment. D'accord. Alors, lesquels vous rencontrez le plus souvent? C'est vrai qu'un accident, c'est tous ces genres d'événements qui surviennent subitement en dehors de la volonté humaine par une force extérieure et qui forcément entraînent des dégâts. Et donc, parlant d'accidents, les accidents se produisent tout le temps. C'est vrai que si cela ne vous concerne pas, vous ne savez pas. Oui. Par contre, lorsque cela se produit devant vous, il y a un accident. C'est toujours un effet de surprise. Il y a eu un accident. Et donc, particulièrement pendant la période de fête, certaines conditions sont remplies pour qu'il y ait accident si l'on ne prend garde. Tout le monde est surexcité, les enfants surtout. La turbulence aussi, les agitations aussi, les enfants seulement, hein. Les excitations. Peut-être les vieux pères aussi. Les adultes aussi. Hein. Les adultes aussi. Notamment en cuisine. Ouais, les excès de table, n'est-ce pas, peuvent entraîner des intoxications alimentaires. Comme l'a dit le grand garçon tout à l'heure, il a découvert, n'est-ce pas, toute la symptomatologie de ce que l'on peut rencontrer pendant les fêtes. Les coupures, oui. Les brûlures, oui. Les noyades aussi. D'accord. Ah oui. Et donc, tous ces phénomènes peuvent se produire intensément pendant les fêtes. Alors, parlons des brûlures déjà, parce que restons déjà à la cuisine, puisque c'est là que se passe beaucoup de choses. Comment peut se passer un accident de brûlure et quelles sont les causes? Ben, les causes d'une brûlure, on dit quelque chose qui brûle. Oui. Ça peut brûler physiquement, comme ça peut brûler chimiquement. D'accord. D'accord. Et en parlant de brûlure mécanique, la turbulence, l'enfant tombe dans une casserole d'eau chaude, dans une casserole d'huile chaude. On vient de renverser la pâte dans le plat. Il n'était pas là quand on a renversé, mais lui rentre dans la cuisine, il a trouvé la bonne pâte. C'est tous les doigts qui sont brûlés. Et lorsque je parle, n'est-ce pas, de brûlure chimique, c'est lorsque les parents inattentifs ou distraits laissent apporter de main de l'acide, de l'eau de javel, ces produits toxiques, n'est-ce pas, qui peuvent également brûler. Le vendeur de savon qui laisse le soda, mais l'eau de soda est comme de l'eau potable. D'accord, c'est bien blanc. Et l'enfant qui passe par là, qui veut bien boire, boira. Docteur. Et puis, lorsque certains parents ont, disons, la manie de transvaser, vous voyez, l'eau de javel, par exemple, c'est dans un récipient suffisamment marqué et quelqu'un peut savoir. Mais lorsque vous mettez ça dans un flacon de Possotomé, c'est très vite arrivé. Un enfant qui passe par là peut prendre et boire. Donc, voilà autant. C'est comme l'alcool aussi. Hein. Ah, le sodabi. Le sodabi. Le sodabi, le vrai, dans une bouteille, c'est comme de l'eau. Et un enfant, par mégarde, ne va pas être choqué au goût, mais il va boire. Qu'est-ce qui se passe? Il boit. Ce n'est pas sur le coup qu'il va être saoulé. Mais quelques minutes après, alors... il s'écroule. Il commence à dandiner. Voilà. Et il peut tomber dans n'importe quoi. Va tomber dans les pommes. Mais comment les éviter, ces brûlures, dans nos cuisines ou à la maison? C'est déjà porter grande attention à tous ces objets, n'est-ce pas, qui peuvent brûler. D'accord. Lorsque vous mettez les enfants hors, n'est-ce pas, de portée,
de ces ustensiles de cuisine, par exemple. Lorsque vous êtes affairé à la cuisine, il ne faut pas rester avec les enfants à s'amuser. Pire, de les abandonner à la cuisine et aller vouloir prendre quelque chose au salon. Que l'enfant prenne la cuillère pour aller remuer. C'est très vite arrivé. Parce qu'il vous a vu faire ça. Mais par mégarde, s'il tombe dedans, il va se brûler. Donc, évitez d'avoir les enfants à côté lorsqu'on est en train de préparer. Les gens qui ont coutume d'utiliser les micro-ondes, les fours, et on fait comme ça, on va et vient. Mais l'enfant n'a pas compris que avant de saisir la poêle, il faut mettre un torchon. Il faut mettre un torchon, il faut se protéger. Vous n'êtes pas là, il l'attrape. Dès que ça brûle, il envoie puis... Et puis, il peut s'éclabousser. Oui. Vous voyez, donc, dès lors qu'on connaît l'objet, mettez l'objet à la Certains nous demandent de mettre souvent les choses en hauteur, les poêles en hauteur, même qu'on est dans sa cuisine, les javelles, les produits qui pourront entraîner les brûlures en hauteur. Est-ce une solution? C'est une solution. Mais la règle générale, c'est d'essayer de mettre tout hors de la portée de l'enfant, hors de leur vue même. Parce que lorsque vous mettez quelque chose sur la moire en haut et il y a une chaise à côté, il va grimper. L'imbécile va monter, il va même sauter pour aller chercher et puis se faire casser une bouteille sur la tête. Et s'arroger proprement. Si c'est un produit qui devra ronger, alors l'enfant est brûlé. Et surtout, lorsque les enfants sont en âge où ils apprennent généralement à marcher, ils sont turbulents, ils grimpent tout dans la maison, tout et n'importe quoi. Ils sont dans le canapé, ils sont sur la table basse, partout dans la maison, ils sont en train Et généralement, de les parents disent, mais je l'ai vu tout à l'heure au salon, mais c'est l'enfant qui est déjà à la cuisine, déjà. À côté du gaz. C'est vrai. Et cet aspect m'amène à vous parler des chutes. Des chutes, ce n'est pas seulement lorsque l'enfant a bu de l'alcool qui va être dans un état d'ébriété et aller tomber, et non. La turbulence pour cet âge-là, 0 à 6 ans, il va monter sur n'importe quoi parce que c'est une découverte. D'accord. Il monte sur le canapé, il tombe, il peut se casser le bras. Il monte sur une chaise, il va vouloir sauter d'une table sur une chaise. Cette acrobatie-là peut lui coûter cher. Et puis, les enfants qui sont en altitude, je ne veux pas dire qu'ils sont en haut, ceux qui habitent à étage. 1, 2 étages, 3 étages. Par exemple, essayez, n'est-ce pas, de fermer les sorties et les descentes d'escalier. D'accord. S'il y a escalier, sinon... Voilà dans les escaliers. Voilà. Lorsque, par exemple, il y a des ouvertures qui ne sont pas protégées, vous mettez une chaise à côté, l'enfant va vouloir chercher à voir ce qui se passe dehors. Il va monter sur le tabouret, du tabouret sur la chaise, et là, vous le verrez à la fenêtre, où vos baies vitrées, vous appelez là, voilà, il sera là en train de faire comme ça. Mais juste une surprise, et il a déjà roulé, et c'est la catastrophe sur le sol. Donc, autant de précautions à prendre pour faire éviter aux enfants ces accidents domestiques graves. Tout à l'heure, vous avez parlé de risque de noyade. Est-ce qu'on peut se noyer chez soi? Comment? Un enfant peut se noyer dans un seau d'eau, dans une bassine. Ok. Par exemple, ce n'est pas forcément dans une piscine ou dans le baignoire. D'accord? Encore que au niveau du baignoire, il y a un autre phénomène qui peut se produire. Bon, vous avez coutume de faire asseoir l'enfant de 6 ans là, dans la baignoire. C'est ça, c'est ça. Et alors, vous ouvrez les robinets à gauche, vous ouvrez à droite, alors qu'il y a de l'eau chaude quelque part, il y a de l'eau froide quelque part. Vous n'êtes pas là, il grimpe là-dedans.
Et vous avez vu, il a toujours vu tourner à gauche, à droite. Et c'est plus fermé. Il met plus de l'eau chaude. L'eau chaude qui soit là, c'est chaud, effectivement. Il est dedans. S'il te plaît. De vrais exemples qui, franchement, donnent la chair de poule. Hein. Ah, il va se brûler complètement. On se dit que voilà, c'est dans l'absolu, mais dans la réalité aussi, ce sont des faits qui se produisent au quotidien. Ah non, ça se produit, c'est pas de la fiction. Et puis, l'enfant seul qui est dans une baignoire, il ouvre. Jusqu'à la poitrine encore, il continue de barboter, mais il n'a pas arrêté. L'eau continue de monter, de monter, de monter. Il peut glisser et il tombe là-dedans. S'il tombe sur le ventre, c'est mauvais. Il tombe sur le dos, c'est également mauvais. Le temps de se débattre, il a déjà bu suffisamment d'eau. Il est déjà noyé, par exemple. Et puis, les gens qui, bien évolués, ont piscine à la maison, là. Oui. S'il n'y a pas de barrière, les enfants risqueront d'aller jusqu'au bord, n'est-ce pas, de la piscine et vouloir taper. Et vous voyez, lorsque l'on met du bleu, le carreau bleu en bas dans une piscine, on a l'impression que c'est la même hauteur. Ah, l'enfant qui voit du bleu va croire que c'est à portée de main. Il va faire comme ça, comme s'il veut toucher le fond. Je ne sais pas s'il peut même marcher dessus. Or, il est en train de tomber dans l'eau. L'enfant également va se noyer. Beaucoup de cas d'accidents domestiques liés aux enfants qu'on se dit... Alors, est-ce que, docteur Simon, est-ce que vous en avez eu des cas comme ça pendant que vous étiez en fonction? Mais des situations comme ça se produisent tout le temps. C'est vrai que c'est le service de pédiatrie ou de chirurgie pédiatrique, n'est-ce pas, qui reçoit fréquemment ces genres de situations. Je n'ai pas de statistiques, encore que j'aime pas trop, mais alors il y en a. Même si c'est un cas et que c'est le seul enfant d'une famille qui se noie, la misère là, vous voyez un peu. Donc, même, je dis souvent, pour certaines pathologies, même si c'est un cas, le seul, c'est dans une famille, c'est pas dans le village. Donc, on ne va pas répertorier ça sur le village, mais dans cette famille-là, il y a un deuil, il y a un drame, en fait. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ces urgences-là qui existent effectivement. Les brûlures, je vous ai dit tout à l'heure que l'enfant va mettre la main dans la pâte, ne sachant pas que c'est chaud. Mais il aura brûlé tout ça. La prise en charge est très, très difficile. Lorsque vous n'allez pas rapidement dans un service de chirurgie où il y a celui-là qui sait de quoi il est question, on met les doigts comme ça et puis on fait un bandage, foutez le camp. Mais alors, pendant la cicatrisation, vous allez avoir les doigts palmés comme les doigts du canard. D'accord, ça se colle. Ça va se coller et comme ça. Et pour décoller, c'est toute une histoire. Souffrance encore. Vous voyez un peu. Donc, les spécialistes savent au cas par cas comment intervenir pour réparer, n'est-ce pas, ces genres d'accidents. Oui. Alors, docteur, je suis dans la cuisine en train de découper, je ne sais pas moi... les oignons, la tomate. Pas forcément des oignons. De la viande, une cuisse de mouton par exemple. Oui. D'accord. Accidentellement, je découpe mon doigt. Et ça se sectionne totalement. Comment est-ce que je fais? Quel est le premier réflexe à avoir? Le doigt coupé, sinon le doigt sectionné. Qu'est-ce que j'en fais? Il paraîtrait qu'on peut mettre dans un sachet, dans un linge blanc. Déjà, ton imprudence t'amène à te couper le doigt. C'est vrai, on peut se couper le doigt. C'est-à-dire que lorsqu'on manipule, n'est-ce pas, un objet tranchant et que on ne mesure pas, n'est-ce pas, où on est distrait, on peut effectivement se couper. Ça arrive, moi ça m'est arrivé, j'ai coupé le pouce à ma tante parce qu'on était en train de discuter un bâton de canne à sucre. Je veux couper ça rapidement et m'en aller. Et j'ai coupé avec son doigt. Aujourd'hui, le doigt est comme ça. Donc, quand cela se passe, ce n'est pas aller tremper le doigt coupé dans quoi que ce soit.
que tous ceux qui nous écoutent comprennent que lorsque c'est un doigt qui est sectionné, les vaisseaux arrivent et qui pissent. La terre pisse comme ça, et puis la veine qui veut prendre du sang qui ne trouve pas, qui est en train de faire également comme ça. Mais c'est les artères qui pissent, ça gicle. Rapidement trouver une petite corde et venir en amont et mettre ce qu'on appelle un garrot. Si on ne sait pas ce qu'on appelle un garrot, de toute façon, avec n'importe quel fil, on attache le bout. On n'attache pas le bout forcément, mais on va mettre une corde ici et attacher. Lorsque vous pressez un tuyau, l'eau ne coule plus. Oui. Et donc, vous arrêtez l'hémorragie. Et donc, cela faisant, déjà, vous filez dans un centre de santé. Mais quand on le fait comme ça, et puis on prend tout un foulard et on enroule ça sur le doigt. Mais avant de venir à l'hôpital, l'enfant peut déjà verser tout son sang dans le foulard-là. On parlera d'anémie encore. Voilà. Donc, le premier geste, c'est d'arrêter l'hémorragie. Lorsque vous n'avez pas un fil, on commence par presser comme ça, vous finirez toujours par toucher le trajet du vaisseau, encore que le cas spécifique, n'est-ce pas, du doigt, les vaisseaux passent comme ceci, les vaisseaux passent comme ça. Et donc, quand on va faire comme ceci, vous verrez automatiquement, parce que c'est mécanique, vous voyez automatiquement que le sang ne coule plus. Vous pouvez rester comme ça avec l'enfant là, sur Zem, sur n'importe quoi. Vous ne lâchez pas jusque dans un centre de santé. Évidemment, si quelqu'un était à côté et a l'intuition que, bon, on pouvait mettre un garrot, on met un fil, on attache, on vous libère et vous partez à l'hôpital. Un doigt sectionné peut-il être remis? Le doigt qui est sectionné, qui est tombé là-bas, là. Oui, l'autre partie. Ça va être très compliqué. D'accord. Même s'il reste un lambeau, parce que le problème, c'est de pouvoir raccorder les vaisseaux qui pourront amener le sang à l'extrémité. Et alors, la chirurgie de la main, dans les catastrophes, etc., c'est une spécialité à part. Il y a des chirurgiens qui sont spécialistes de la main, rien que de la main. D'accord. Et lorsqu'il arrive des accidents comme ça, vous les verrez assis, la main sur la table, en train de travailler des heures durant, parce qu'il faut rechercher le nerf. Il y a du matériel pour retrouver le trajet des nerfs. Il faut... Bref, ceux-là, ils peuvent... Mais moi, je ne peux pas. Si on m'amène le doigt comme ça, l'autre bout, qu'on a rattrapé le sol, parce que si vous mettez et vous faites la suture, vous pouvez faire la suture, c'est pas grave, ça c'est facile. Mais ça ne répond plus. Mais alors, du tout, ça va se gangréner, on va jeter. D'accord. Alors, docteur, vous avez parlé là des coupures, mais quand il s'agit d'une brûlure, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat? L'enfant sait à envoyer la main dans la pâte ou de l'huile dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire rapidement? Il y a beaucoup d'artifices. On va mettre ça dans le miel, on va mettre ça dans le guimou. Il faut mettre de la dentifrice. Etc. Lorsque quelqu'un est brûlé, supposons par exemple il est tombé dans l'huile chaude, il a brûlé plus de la moitié du corps par exemple. Non. Amenez-le sous le robinet, versez de l'eau là-dessus. De l'eau simple ou de l'eau glacée? De l'eau simple, tout simplement. D'accord. Arrosez-le, parce que ça va brûler, parce que c'est chaud, parce que ça va faire mal. Déjà, en cela faisant, on décongestionne, n'est-ce pas, la zone qui est brûlée. D'accord. Et on atteint déjà l'inflammation qui va survenir à la brûlure. Et puis après, quand ça va être bien froid, s'il y a un habit, on n'enlève pas. D'accord? Ah, on n'enlève pas? On n'enlève pas, on recouvre l'enfant et on l'amène à l'hôpital. Il y a le service des brûlés qui sait parfaitement la conduite à tenir. On ne fait aucun geste exagéré à la maison pour leur compliquer l'existence. Voilà. Merci beaucoup, docteur, pour tous ces conseils. Les fidèles téléspectateurs ont compris qu'il faut
évitez certaines choses à la maison. Déjà, quand vous avez des enfants, évitez de déposer des objets qui pourraient leur causer des accidents à portée de main. Également, surveillez vos enfants quand vous êtes en cuisine, même quand vous êtes débordé. Rassurez-vous que l'enfant n'est pas laissé seul devant un objet dangereux. Également, quand vous avez des blessures ou que vous avez une brûlure, les mesures à prendre, c'est rapidement de protéger, de poser un garrot ou carrément au besoin. Mais quand c'est une brûlure, c'est de mettre de l'eau pour faire descendre complètement la température, puis protéger cette personne, amener cette personne à l'hôpital et vous aurez les premiers soins qu'il faut. Ce sera tout pour ce numéro. Emon Rodrigue Amégan. Merci Yasmine. Les fidèles téléspectateurs ont suivi, les infidèles téléspectateurs aussi. Bien sûr. Ils suivront sur YouTube. Non, ils ont suivi. D'accord, les infidèles téléspectateurs. Alors lui, il nous a fait des infidélités pendant quelques semaines. Oui, le docteur, notre docteur, hein, il était entre deux avions, tantôt à Cali, tantôt à Bakou, tantôt à... Je sais plus. C'est un pigeon voyageur. C'est un pigeon voyageur. En tout cas, pour le moment, on a pu mettre le grappin sur lui. Et pour peu qu'il est là, évidemment, il va servir la cause nationale. Allez, tout de suite, William Apollinaire-Tchouki dans sa rubrique environnement. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. On dirait bien qu'il fait bon vivre à Bakou, en Azerbaïdjan. C'est bien ça. Bonjour, bonjour William Tchouki. Vous êtes un peu une belle cure de jouvence. Vous êtes revenu plein d'énergie. Ah ouais? Absolument, ça se voit. Vous shinez, comme le disent les jeunes dans leur jargon. Mais aujourd'hui, on va déposer tout ce qui est COP. Je sais pas, c'était quel COP déjà? Il y en a eu tellement. Désertification, c'est ça? Si, cette fois-ci, c'était la désertification, c'était à Riyad, en Arabie Saoudite. C'était à Riyad, en Arabie Saoudite, mais précédemment, c'était en Azerbaïdjan. À Bakou. À Bakou. C'est la biodiversité, c'est ça? Non, c'était sur le changement climatique. Il y a eu celui de Cali, ou celle de Cali. Ouais, sur la biodiversité. Sur la biodiversité, ouais. D'accord. J'espère que vous êtes encore là pour un moment, jusqu'à la fin de l'année, vous avez promis. N'est-ce pas? En tout cas, le sourire d'Eto, ça voudra dire je ne prends aucun engagement devant les téléspectateurs. Ce qui est sûr, vous êtes là pour nous parler aujourd'hui de la réserve de biosphère du Mono. C'est un espace protégé de 340 000 hectares qui se partage le Bénin et le Togo. Et c'est composé de forêts, de zones marécageuses, de milieux lacustres. Vous nous dites tout à ce sujet, Will. Ah ben là, vous avez tout dit, le delta du fleuve Mono, situé à la frontière sud, vous l'avez dit, entre le Bénin et le Togo, abrite une grande variété d'espèces animales, hippopotames, que sais-je encore, des oiseaux, il y en a tellement. Ainsi, cette région aux multifacettes où se côtoient rivières, vous l'avez dit, lacs, marécages, savanes, forêts, galeries, mangroves et plages forment un habitat humide particulier, bien sûr. C'est la réserve de biosphère transfrontalier du delta du Mono. On en parle avec un spécialiste qui s'y connaît parfaitement, c'est Dr Aristide Clement Théo. Il est le coordonnateur du comité national MAB UNESCO et expert en aménagement et gestion des ressources naturelles. Bonjour docteur. Bonjour William. Merci d'accepter de parler de cette réserve riche que partage le Bénin et le Togo. Cette réserve qui, j'allais dire, la protection, véritablement parlant, a commencé en 2013. C'est bien ça? Absolument. Ouais. Qu'est-ce qui a motivé cette volonté pour ces deux pays de chercher à protéger cette réserve? Je sais que c'est quand même une réserve très riche. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a tellement d'animaux qu'on y retrouve, les hippopotames, les oiseaux, les buffles nains, les buffles nains, voilà, les buffles nains, les lamantins. Dans la partie d'Afrique. Les lamantins, oui, absolument, voilà. D'Afrique. C'est quand même une réserve très riche. Absolument, c'est une réserve très riche. La motivation est partie de là. Je pense que la plupart de nos réserves ou de nos forêts classées ou parcs, c'est souvent pour protéger les bassins versants des cours d'eau. Donc ici, il y avait ce vide-là. Au niveau du Mono, le bassin versant du Mono, il n'y avait aucune réserve. Bon, dans le passé, il y avait des végétations, mais ils n'avaient pas de statut de réserve. Donc là, le Bénin et le Togo ont demandé l'appui, comme vous l'avez dit, aux partenaires, à la coopération allemande plus précisément,
pour travailler pour que cette partie de leur territoire soit classée comme réserve de biosphère. Donc le processus a commencé en 2013 avec plusieurs étapes. Et finalement, en 2017, le MAB UNESCO, bien sûr, qui donne le statut de réserve, a validé le dossier des 2 pays. Et là, on a eu 3 réserves. Ah, 3 réserves. C'est-à-dire, on a eu la réserve du mono Togo, la réserve de biosphère du mono Bénin, et la réserve de biosphère transfrontalière Bénin-Togo du mono. Donc, il y a une partie qui est gérée par le Bénin uniquement, l'autre partie par le Togo, et une autre partie gérée par les 2 pays. Absolument. Donc chaque pays s'est retrouvé avec 2 réserves en cours. Donc la partie nationale et la transfrontalière. Donc un peu ça. Donc tu as essayé de décrire un peu le décor. Tu vois que c'est d'abord toute cette zone, à partir d'une zone humide. C'est site Ramsar déjà, qui est une zone humide qui a d'importance, qui a beaucoup d'espèces. Beaucoup d'espèces végétales comme espèces animales. Ouais, voilà. Pas de gros gibier, pas les big five, mais ce sont des espèces de valeur. J'avais pensé un temps au début, maintenant je me suis... On voit sur ces images quelques oiseaux, le cormorant africain. Ouais. Il y a donc le bureau gris. Absolument. On voit d'autres, là sont les singes à ventre roux. Voilà. Qu'on ne retrouve que dans cette réserve aussi, à part la forêt de la Lama. Et aussi, c'est dans tout le Dahomey Gap en tout cas. Ouais. Voilà. Là, c'est génial. Alors aujourd'hui, comment est-ce que cette réserve est gérée par le Bénin, car je parle de la partie béninoise? Merci bien. Donc c'est ça, c'est très important. Depuis la création de cette réserve officiellement en 2017, entre les 2 pays, chaque pays, il y a un protocole de mise en œuvre de l'accord de création de la réserve qui a été élaboré, signé par les 2 États l'année passée. Et ça a prévu des modes de gouvernance dans les organes. Donc aujourd'hui, on a les organes qui sont... Tout est prêt pour qu'on installe ces organes. Donc il y a le secrétariat permanent au niveau de chaque pays pour gérer la réserve. Après, il y a le comité, le conseil de développement qui regroupe tous les acteurs, qui est comme un conseil d'administration en fait. En miniature. Donc ça regroupe tous les acteurs, c'est un creuset, un cadre de concertation qui permet à chaque acteur, à chaque partie présente de cette réserve de dire son mot pour qu'avant que le secrétaire exécutif ne mette en œuvre les activités qu'il faut pour le développement de cette réserve. Donc un peu ça, donc tous ces organes, tout est fin prêt, les tests qui vont régir ces organes sont élaborés et validés. Et donc on devait les installer le 19. Mais plutôt ça a été différé en janvier. Mais tout est prêt. Et au niveau du Bénin, c'est le Sénagref qui abrite le secrétariat permanent de cette réserve. C'est dans la gestion des réserves de faune qui abrite le secrétariat permanent. Donc le secrétaire serait là. Et puis le conseil de développement, c'est tout ce qu'il y a comme partie prenante qui gère, que ce soit le ministère du Développement, que ce soit les directions départementales de tel ou tel, même transport, tout ça, tout le monde se retrouve dedans. Maintenant, au niveau du secrétariat permanent transfrontalier par rapport au Bénin entre les 2 pays, c'est l'ABM, l'autorité du bassin du Mono, qui a reçu ça. Qui a reçu ça, comme c'est entre les 2 pays, comme il y a déjà un accord pour faciliter les tâches. Donc l'ABM assure le secrétariat permanent de la partie transfrontalière. Mais au niveau national, c'est ça. Il y a le secrétariat permanent national qui est le Sénagref et alors, le conseil de développement. Si vous permettez, on dit qu'il y a 80% de la population locale qui vivent au dépend bien sûr de ces ressources naturelles. Est-ce que cette inclusivité, chercher à protéger cette réserve et à permettre à cette population de pouvoir puiser quelques éléments dedans, est-ce que cela est bien géré? Est-ce qu'on ne sent pas cette pression humaine sur ces réserves? Absolument, c'est là où on trouve l'importance de ce zonage de MAB UNESCO. Et ça permet à l'homme, quand on dit même une biosphère, ça permet à l'homme d'être au cœur de la conservation de la diversité biologique. Et donc là, il y a un zonage qui permet aux populations de se trouver à l'aise dans cette réserve sans pouvoir... Ça veut dire qu'il y a une noix centrale, voilà, on ne touche pas du tout. Voilà, il y a une noix centrale, il y a une zone tampon, il y a maintenant une aire de transition. L'aire de transition, c'est le libre service
On peut aller prélever tout ce qu'on veut dedans, faire les champs. Même dans la zone tampon, il y a certaines installations humaines qui sont autorisées par rapport au zonage du Mabinesco. Aujourd'hui, en plus, comme tu l'as dit, on craint que c'est une zone fortement anthropisée, mais ce qui est bizarre, après 2017, il y a beaucoup de nouvelles zones que les populations qui étaient dans la zone de transition, où il y a libre accès, on peut installer tout ce qu'on veut, même des zones tampons, que les populations elles-mêmes ont commencé, les communautés ont commencé par sauvegarder. Le progrès de conservation les a amenés à commencer par sauvegarder. On demandait même qu'on mette ces parties-là comme des noyaux aujourd'hui. Donc tu vois, et donc ça va faire l'extension. Ça veut dire qu'elles ont senti l'importance de la préservation de cette réserve. Absolument. À partir de ces actions de conservation, elles ont vu ce que ça leur apporte de plus. Donc tu n'es pas sans savoir, on est parti même faire un tournage au niveau des carrières, des parties justement, parlant de ces carrières, c'est vrai qu'on a vu quand même de gros trous creusés par ces gens qui exploitent ces carrières, mais souvent ces trous ne sont pas refermés, c'est un piège à mort. Est-ce qu'aujourd'hui, cela a changé un peu? Est-ce qu'on a senti que les populations comprennent l'importance qu'une fois le prélèvement fait, qu'on doit fermer ces trous pour éviter que l'eau nous stagne et pour créer de problèmes? Absolument. Toutes ces zones-là, c'est réglementé maintenant. C'est au bonheur des populations et des conservateurs. Parce que là, c'était dans la zone de DV, les gens de Tokbaji, qui étaient dans une zone de transition. Les gens faisaient n'importe quoi. Mais aujourd'hui, les populations ont senti l'importance d'en faire de toutes ces zones-là une zone de conservation. D'autres ces carrières sont plus gérées. Ça a été très, très réglementé maintenant. Vous allez dans le Monokoufou aujourd'hui, ils ne ramassent pas de gravier où on veut. Et tout est réglementé. Je pense que c'est trop progressivement, avec les appuis des uns des autres, des partenaires, ils sont en train de remblayer ces trous pour que ce soit une espèce quand même, des espaces un peu plus accessibles et sans danger à tout le monde. Est-ce qu'on parlait des activités que mènent ces populations riveraines? Est-ce qu'il y a d'autres activités que la GIZ a pu développer avec ces populations pour amoindrir un peu le choc, la pression sur cette réserve naturelle? Il y a beaucoup d'activités. L'apiculture, par exemple. Il y a la pisciculture qui a été améliorée, et puis il y a la cueillette améliorée, et puis certaines plantations aussi qui ont été faites pour restaurer certaines zones dégradées. Et puis ça a amélioré, en tout cas c'est l'agroforesterie, en quelque sorte ça a amélioré les terres, et puis ça a amélioré leur culture, les rendements. Donc aujourd'hui, de plus en plus, il y a beaucoup plus. Il y a l'Union européenne qui est présente maintenant avec le projet Agireb. Ça veut dire quoi ce projet? Le projet, ça c'est aménagement et gestion de la réserve de biosphère du Mono, qui travaille énormément. Ils ont commencé à peine il y a 1 an. Et ce projet apporte quoi de nouveau à ce que faisait la GIZ? Oui, c'est de continuer et de renforcer davantage les activités qui étaient installées par la GIZ, qui est terminée bien sûr depuis 2018. Tout à fait. Donc pour éviter le vide, il y a d'abord eu le projet Waka, qui a la partie protection de la réserve de biosphère du Mono. Mais Waka continue. Et continue, oui, c'est justement. Et en même temps, Waka est en train de... La première phase va terminer bientôt, mais l'Union européenne est déjà là, avec d'autres projets pour appuyer toujours cette communauté à développer beaucoup plus d'activités alternatives de gestion, alternatives à générer des revenus, que d'améliorer l'agriculture, surtout avec Enabel. Enabel, la partie surtout agroécologique est développée par Enabel, est confiée à Enabel, qui est en train de travailler énormément sur la zone maintenant pour permettre aux populations d'améliorer leur rendement et leur culture et de tirer beaucoup plus du service écosystémique de cette réserve. Donc, au niveau de cette réserve aussi, on a ressenti aussi ce conflit entre les hippopotames et les humains. Est-ce que cela aussi est réglé aujourd'hui? Ou bien on continue de constater que cette pression... De plus en plus que les gens ont libéré l'espace qu'occupe, compte tenu de l'importance que les communautés elles-mêmes trouvent à la chose, de la diversité biologique des hippopotames, ça fait que ça réduit, c'est une méthode de prévention de conflits. Donc ça prévoit les conflits, si bien qu'il y a de moins en moins, les gens s'installent beaucoup plus, il y a moins d'installations de culture humaine au niveau du passage de l'espace occupé par les hippos. Et puis ça limite les accidents. Je n'ai plus réenregistré d'accidents il y a très longtemps dans cette réserve. La dernière fois, on en a dit, même s'il y a d'accidents, l'exemple doit être pris comme l'exemple
gestion des conflits qu'on a au niveau du WAP, au niveau du Nord, des parcs du Nord, où on prend ça comme des calamités, on classe ça comme une calamité, un sinistre. En plus, vous savez qu'il y a des fonds pour les sinistres au niveau de nos ministères, donc c'est ça. Okay. Et avec ces fonds, on peut toujours mieux gérer ces conflits en apportant quelque chose de soutien aux populations, mais pas de l'argent, des vivres, tout ça là, par exemple, des cultures sont détruites. Et là, ça permet d'atténuer au moins les réactions, ça permet de les amener à participer et effectivement à la conservation de la diversité biologique de cette réserve. Alors, Dr Théo, vous en tant que coordonnateur du comité national MAB UNESCO, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire aujourd'hui, toujours pour préserver cette zone? Parce que quand on parle de préservation des ressources naturelles, nous en avons, mais on sent que la pression, chaque jour que Dieu fait, elle est grande. Je pense qu'on a beaucoup plus dans cette zone de grande forte pression au comité national MAB UNESCO, c'est la restauration. C'est-à-dire qu'il faut faire de l'agroforesterie, d'une manière intense pour restaurer ces espaces vraiment qui va permettre d'améliorer d'abord le rendement des populations, en ce qui concerne le rendement culturel, et aussi permettre au couvert végétal de jouer son rôle. Aujourd'hui, on parle de carbone bleu. Ouais. Bon, le mono n'est pas excellent sur une zone pour le carbone bleu. Et donc, vous voyez ce que ça peut faire revenir aux mairies, à toutes les mairies qui sont là, comme revenus. Donc c'est un peu ça. Donc je pense que c'est ces actions-là qu'on va mener beaucoup plus avant. Pour renforcer cela. Aujourd'hui, d'abord, cette réserve a permis d'atteindre au moins 29% du territoire, proche de parce qu'on dit de préserver 30%. On a dit à 29%. Vous imaginez, à toutes ces nouvelles réserves, en plus de la réserve de l'OME, aujourd'hui le Bénin a dit à 29%. Si vous voyez sur la base de données mondiale des aires protégées, vous allez voir ça. Aujourd'hui, on a au moins 76 de nos aires protégées qui sont dans cette base de données, bien classées dans la base de données. Donc, vous voyez, donc ça permet... Est-ce qu'on pourrait dire que ces réserves, c'est un véritable puits de carbone? Ça, c'est un véritable puits de carbone. Carbone bleu surtout parce que là, il y a les marines protégées qui viennent s'ajouter, qui est dans la réserve. Ouais. Et vous imaginez ce que ça donne. Donc, ça, c'est une mine d'or pour les communautés et pour l'État béninois. Donc, on va en tirer énormément de choses d'ici à là. Merci beaucoup, Dr Alcide Komla Théo. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du comité national MAB UNESCO et expert en aménagement et gestion des ressources naturelles. Je tiens aussi à remercier toutes ces ONG Éco-Bénin, Nature Tropicale, que sais-je encore, je ne veux pas faire de jaloux. Je sais qu'il y a tellement d'ONG qui travaillent dans cette... Amen, voilà. Cordes, il y a biosphère aujourd'hui. Elles sont nombreuses ces ONG quand même qui font du bon boulot. ODD, voilà, oui. BIS, ONG, bon, voilà. Il y a beaucoup. BIS de l'ami Maxime Diondo, voilà. Exactement. À qui on fait un coucou d'ailleurs. Ça fait un moment qu'il n'est pas passé sur 5 sur 5. Et qui font quand même du bon boulot pour préserver cette réserve. Je crois que c'est une chance pour nous de la voir. Il vaut mieux maintenant préserver cela et pour atteindre vite les 30% pour avoir plus. Aller au-delà. Au-delà, mais pourquoi pas. Merci beaucoup à vous, docteur. Merci bien, merci. Allez, on va voir une dernière fois pour votre plaisir, quelques images de cette réserve que j'affectionne tout particulièrement d'ailleurs. Ouais, regardez, là, c'est les hippopotames. Les hippopotames. Il y a la végétation flottante, en plus. Les papillons. Ouais. C'est un sanctuaire de biodiversité. Je me rappelle bien qu'on était allé avec le cadre Djogbe. Bernol. Et puis, et puis on a marché pieds nus dans ces trucs-là. Il n'a pas voulu rentrer. Non, mais je pense que c'est assez beau si vous avez un peu de temps. Est-ce que c'est ouvert au public? On peut circuler là? Absolument. Si, c'est ouvert au public. Vous pouvez faire de l'écoute. Vous avez la mangrove, à foison. Et vous pouvez parcourir, vous voyez tous ces végétaux, les crabes, tous ces animaux autour de la mangrove. Et ce couvert végétal assez impressionnant. Voilà. Allez, merci beaucoup à vous, messieurs, d'être passés sur 5 sur 7 matin. Au plaisir de vous retrouver très très prochainement. Merci bien, merci à toi. Voilà. Allez, 5 sur 7 matin, avant de retrouver le forum de discussion dans lequel on parlera donc de Cotonou. Cotonou classée première ville la plus propre en Afrique de l'Ouest et 6e en Afrique. On va retrouver le docteur Gankwe avec lui. On parle d'une pathologie, d'un tueur silencieux, le cancer du cerveau. À tout de suite. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous.
C'est une pathologie qui représente environ 2% des cancers au Bénin. Il s'agit des tumeurs du système nerveux central. C'est un tueur silencieux, mais qui ne bénéficie pas malheureusement de la même attention que les autres cancers. Quand je parle des autres cancers, c'est bien le cancer du sein, le cancer de la prostate, le cancer du col de l'utérus. On sait qu'aujourd'hui, il y a toute une campagne qui s'effectue autour. On a Octobre Rose pour parler du cancer du sein. Il y a aujourd'hui Novembre Bleu pour parler du cancer de la prostate. Mais il y a ce cancer qui, lui, est un tueur silencieux, mais qui ne bénéficie pas forcément de la même, on va dire, de la même propagande que les autres, le cancer du cerveau. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dr Fortuné Gankwe. Il est médecin neurochirurgien en service au CNHUHKM de Cotonou. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. C'est un plaisir aussi d'être avec vous. Pour évoquer cette pathologie-là. Justement, j'ai parlé tout à l'heure d'Octobre Rose, de Novembre Bleu. On aurait souhaité que décembre soit, je ne sais pas, rouge Bordeaux, tout ce que vous voulez. Allusion faite donc à la coloration du cerveau. Mais malheureusement, cette tumeur au cerveau-là, on n'en parle pas beaucoup. C'est vrai. Est-ce que vous en avez déjà rencontré ici au Bénin? Est-ce que vous avez déjà rencontré des cas? Écoutez, presque tous les jours, c'est des malades que nous recevons au CNHU dans le service de neurochirurgie. Et moi, spécialement, c'est un domaine qui me passionne. Donc, je m'occupe beaucoup plus justement de ces patients-là. Donc, je peux vous dire que c'est la majeure partie de mon travail. Et est-ce que ces patients viennent spontanément ou c'est lorsque la pathologie a déjà évolué, on est à un stade très, très évolué qu'ils viennent? Ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que souvent, c'est des patients qui sont référés. Donc, c'est des malades qui présentent souvent des maux de tête qui traînent. On pense souvent au paludisme, on pense à beaucoup d'autres choses, sauf les tumeurs cérébrales. Et c'est quand tout a échoué qu'on demande un scanner au patient, on découvre qu'il y a une masse dans le cerveau et puis on les envoie. Alors, généralement, j'ai essayé de faire une petite documentation sur cette maladie-là. Il paraît que ça démarre tout doucement. Hein. On a les mêmes symptômes que le paludisme. Et au début, on pense que c'est le paludisme ou la salmonellose qu'on peut appeler la fièvre typhoïde. Ouais, donc c'est des patients il faut distinguer deux choses. Il y a les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes qui sont vraiment les cancers. Alors, les tumeurs bénignes prennent beaucoup plus de temps pour se développer dans le cerveau. Et donc, avec le temps, le cerveau a eu le temps d'être... il y a une compliance qui fait que ces patients-là viennent un peu plus tard et prennent beaucoup de temps avant de venir. Maintenant, il y a les tumeurs malignes qui sont beaucoup plus les cancers, proprement dit, et qui se développent très rapidement, en fait. Donc, c'est les patients qui viennent, qui ont des maux de tête. Tout le monde pense au paludisme. On traite le palu, on traite la fièvre typhoïde, on traite beaucoup d'autres choses. Et c'est quand ça ne va pas, et ensuite les patients qui commencent par installer des troubles visuels, qui commencent par avoir une baisse de l'acuité visuelle, ou bien alors ce qu'on appelle un déficit focal, c'est-à-dire une paralysie d'un côté du corps, ou bien des crises épileptiques. Et en ce moment-là, on se dit, ah tiens, ce n'est pas le palu, puisque avec le palu, tu n'as pas un déficit forcément. Et donc, en ce moment-là, on envoie le patient faire un scanner du cerveau ou une IRM qui montre qu'il y a une masse. Et c'est en ce moment qu'on fait le diagnostic et on nous envoie ces patients. Donc, ça prend vraiment beaucoup de temps. Il y a une étude que nous avons réalisée juste l'année dernière avec l'un de mes collègues qui a soutenu sa thèse de médecine sur cette pathologie. Là, on s'est rendu compte que le délai de consultation, c'est 3 mois à peu près. 3 mois. Imaginez. Donc, je vais vous dire combien de temps ces patients mettent avant de nous arriver. Et lorsque ces patients, malheureusement, prennent plus de temps avant de venir, est-ce qu'il y a possibilité de les soigner? Oui, il y a la possibilité de les soigner quand c'est pas grave. Bon, si c'est une tumeur bénigne, on peut soigner et essayer d'améliorer la qualité de vie de ces patients-là et peut-être même de les guérir d'ailleurs. Une tumeur bénigne, à quoi faites-vous allusion? Alors, une tumeur bénigne, c'est par exemple un méningiome. C'est une tumeur qui se développe. Vous savez, le cerveau est couvert par des enveloppes qu'on appelle les méninges. Donc, parfois, les cellules au niveau de ces méninges-là se multiplient de façon anarchique et donc ce qu'on appelle le méningiome. Et donc, ces tumeurs sont souvent des tumeurs bénignes. Évidemment, il peut y avoir une transformation maligne derrière, mais la plupart du temps, c'est des tumeurs bénignes. Et quand on enlève ces tumeurs-là, quand on opère ces patients-là, on peut vraiment les guérir de cette tumeur. Maintenant, il y a les cancers, donc je prends les gliomes ou bien le glioblastome, qui est le cancer le plus dangereux du cerveau. En ce moment-là, on arrive difficilement à guérir ces patients-là, en fait. Et donc, souvent, c'est la radiothérapie derrière, après l'opération, c'est la chimiothérapie et la suivi global sur ces patients qui ont les glioblastomes, les cancers du cerveau, c'est à peu près 37% à 2 ans. Donc, imaginez, c'est une durée de vie très, très courte chez ces patients. Mais
les tumeurs bénignes, on peut vraiment s'en débarrasser et en guérir. Est-ce que la prise en charge peut se faire au Bénin ici? Si, c'est ce que nous essayons de faire au CNHU. Et depuis 2022 qu'on a lancé ce programme spécialement dédié aux tumeurs cérébrales, on arrive quand même à guérir beaucoup de patients. Comme je l'ai dit, les tumeurs bénignes, on peut vraiment en guérir. Donc chaque jour, on reçoit des patients qu'on opère. C'est vrai que quand on parle de chirurgie au niveau du cerveau au Bénin, voilà, tous les poils s'hérissent. Mais oui, c'est des pathologies qu'on opère. C'est ça, qui contrôlent presque tous les organes du corps humain. Mais c'est des patients qu'on opère. On ouvre le crâne, on va identifier là où se trouve la tumeur, on enlève la tumeur, on referme le cerveau et puis les patients se retrouvent. On dispose du plateau technique ici au CNHU? Oui, on a le nécessaire pour le faire. C'est vrai qu'on n'a pas tout, mais on a le nécessaire pour le faire. C'est ce que je fais presque tous les jours au CNHU et avec mes collègues aussi. Quand vous dites presque tous les jours, c'est vrai que ça fait un peu peur quand même parce que vous dites, mais vous êtes dans ce pays, vous voyez les gens heureux, les gens circuler et dans ce même Bénin, presque tous les jours on opère des tumeurs. Alors, il faut dire que le CNHU c'est quand même le plus grand hôpital du Bénin. Donc, ça concentre déjà les pathologies, un certain nombre de pathologies. Donc, ça peut expliquer pourquoi on a un certain nombre. Mais il faut quand même reconnaître que les 10 dernières années, il y a eu à peu près 17% de croissance des tumeurs cérébrales dans le monde, en Afrique et aussi au Bénin, bien entendu. Beaucoup de facteurs peuvent l'expliquer. Donc, on a des patients qui viennent, même des enfants. Hein, donc, voilà. Et on s'est rendu compte que dans notre étude qui a été réalisée dernièrement par mon collègue, tous les patients qui viennent consulter en neurochirurgie au CNHU, 15% sont des cas de tumeurs cérébrales. Voilà. Donc, quand je prends 100 patients qui viennent en consultation de neurochirurgie ou aux urgences neurochirurgicales, 15 parmi eux sont porteurs de tumeurs cérébrales. Ça vous dit combien le nombre de cas est quand même élevé. Est-ce qu'on a des, on va dire, les causes? Est-ce qu'on connaît les causes de ces pathologies? Il n'y a pas de cause établie, mais il y a des facteurs. Par exemple, l'âge. On sait qu'il y a des cancers qui arrivent chez les enfants. Je prends par exemple l'astrocytome pilocytique. Il y a des cancers qui arrivent à partir d'un certain âge. La moyenne d'âge dans notre population que nous avons essayé de regarder, c'était 47 ans. Donc déjà après 40 ans, c'est des pathologies qui arrivent. Il faut dire que la population béninoise aussi commence à évoluer en âge et donc par conséquent, ces maladies arrivent. Il y a le sexe. Il y aurait une prédominance masculine, mais en fait, quand on regarde beaucoup plus en profondeur en regardant les âges, c'est beaucoup plus discuté en fait. Donc, il y a des tumeurs, par exemple les méningios, qui sont plus fréquents chez les femmes, alors que les gliomes sont plus fréquents chez les hommes. Et puis, il y a les tumeurs hypophysaires qui sont équivalentes aussi bien chez l'homme que chez la femme. Ensuite, il y a les facteurs génétiques. Donc, il y a des malformations, il y a des altérations chromosomiques génétiques qui font que certaines pathologies arrivent. Je prends le syndrome de Li-Fraumeni, je prends par exemple la maladie de l'hémangioblastom, la maladie de von Hippel-Lindau. C'est des patients qui, parce qu'ils ont des altérations génétiques, vont présenter un certain nombre de cancers, dont le cancer du cerveau. D'accord. Alors, en cas de tumeur bénigne, ou du moins lorsque la maladie passe l'étape de tumeur bénigne pour évoluer à la phase de cancer, il faut forcément derrière toute une étape pour permettre, pour maintenir le patient en vie. C'est ça. Il faut de la chimiothérapie, il faut de la radiothérapie. Est-ce que c'est possible la prise en charge? Alors, ces choses ne sont pas encore disponibles au Bénin. La radiothérapie, bon, heureusement, avec le CHIC. Voilà, avec le CHIC, voilà. Donc avec le CHIC, on aura la radiothérapie au Bénin et donc la chimiothérapie qui va avec. Mais pour le moment, nous offrons la chirurgie et puis dans certains cas, la chimiothérapie. La radiothérapie, on est obligé d'envoyer les patients ailleurs. Généralement, on envoie les patients en Côte d'Ivoire ou bien à Lomé ou bien même à Accra, à Bamako, parce qu'eux, ils disposent de cet appareil de radiothérapie. Donc, ce que nous établissons, nous avons des collaborations avec ces hôpitaux où nous envoyons nos patients pour cette prise en charge-là. Donc, foncièrement, ce que je veux dire, c'est qu'au moins la chirurgie, on l'offre, la chimiothérapie pour certains cas, et puis la radiothérapie pour ceux qui ont les moyens, on les envoie à l'extérieur. Très bien. Alors, pour vos travaux sur cette tumeur du cerveau, sur ces cancers du cerveau, vous avez été distingué aux États-Unis. Vous êtes venu avec votre distinction qu'on va voir là. D'ailleurs, je lis ici, c'est en anglais, hein, 2024 International Global Neurosurgery Observership at voilà, MGH à Harvard University. Donc c'est un prix qui m'a été décerné pour mon petit parcours, je vais dire. Bon, je peux en être fier, c'est sûr. Juste pour dire que voilà.
Je ne sais pas si j'ai fait quelque chose de spécial pour mériter ça, mais dans tous les cas, voilà, j'ai foi que quand on est passionné par quelque chose, on fait ce qu'on fait au service de la population. Les gens voient, les gens regardent et puis ils peuvent vous gratifier d'un certain nombre de prix, dont celui-là que j'ai reçu récemment aux États-Unis, à Houston. Il faut dire que je viens des États-Unis d'ailleurs, où j'ai passé pratiquement 1 an de fellowship à Harvard University, à Brigham Women's Hospital et aussi à MGS, qui est Massachusetts General Hospital, tous à Boston. D'accord. Et c'est à cette occasion justement que j'ai reçu ce prix. Et il faut dire que l'un de mes succès, c'est cette femme enceinte qu'on a reçue et que personne ne voulait opérer parce qu'elle simplement elle était enceinte, au Bénin ici, bien sûr, et qui avait une tumeur du cerveau, que nous avons opéré donc au CNHU. Là, ça s'est très bien passé. Elle a donné naissance 3 mois plus tard. Je remercie l'équipe qui m'avait accompagné, les anesthésistes, le gynécologue, tout ça, qui ont œuvré pour que tout se passe bien. 3 mois plus tard, elle a donné naissance à une jolie fille. Elle se porte très bien aujourd'hui. L'enfant se porte super bien. Et donc, pour vous dire que, voilà, on peut faire des choses encore au Bénin. Donc, mais écoutez, félicitations. Merci. Félicitations. Ce sont des histoires qu'on a envie d'entendre par ici. Ce sont des réussites qu'on a envie de célébrer, bien évidemment, pour montrer aux gens que le rêve est permis ici au Bénin. C'est ça. Également. Avec peu de moyens, on peut faire grand chose, je veux dire. Et puis, bien sûr, on espère que le ministère va nous accompagner pour nous donner beaucoup plus de moyens. Mais je veux rassurer la population qu'il y a quelque chose qui peut se faire pour ces patients-là et qu'il faut vite arriver à l'hôpital. Et deuxièmement, je voudrais adresser un message à nos collègues médecins, surtout les médecins généraux, qui sont en première ligne, qui reçoivent ces patients-là. Tout n'est pas paludisme, tout n'est pas fièvre typhoïde. Quand les maux de tête traînent, quand il y a un déficit qui s'installe, une paralysie qui s'installe, quand le patient dit qu'il ne voit plus bien, il faut penser tout de suite qu'il peut s'agir éventuellement d'une tumeur du cerveau, envoyer ces patients faire un scanner et nous l'adresser simplement, quoi. Donc voilà, c'est que cette manière qu'on peut faire le diagnostic et ensuite pouvoir offrir. En tout cas, les malades sont vus très tôt. On peut vraiment offrir une guérison à beaucoup, au moins 60% de ces patients-là. Parce que dans notre étude, on s'est rendu compte que 60% de nos patients avaient des tumeurs bénignes. Donc, on peut vraiment guérir. Et parmi eux, on a opéré qu'à peine 60% parce qu'il y a aussi les problèmes de moyens. 52% de nos populations n'avaient aucune assurance. Et donc, ils devaient sortir l'argent de leur poche. Vous savez, la chirurgie du cerveau, elle est très, très chère, il faut l'avouer. Mais voilà, il y a des choses qui existent. On est sur à peu près combien? Le minimum, je vais dire peut-être environ 2 millions pour une tumeur du cerveau. Voilà, imaginez combien de Béninois peuvent sortir directement 2 millions de leur poche pour se faire opérer. C'est pas évident. Mais voilà, il y a le gouvernement qui a... Je n'ose pas dire ça, mais oui, il y a quelque chose qui se fait récemment. Hier seulement, j'étais à Porto-Novo avec l'hôpital oncologie, le département d'oncologie pédiatrique, où on est en train d'élaborer un programme pour que au moins les enfants qui ont cette pathologie-là, on puisse les prendre en charge gratuitement à travers ce département d'oncopédiatrie de l'hôpital du CHT OME, qui est soutenu par la fondation Claudine Talon. Donc j'étais là-bas hier et voilà, les choses se mettent en place. Très bien. Docteur Guetoro Fortuné Gankwe, merci beaucoup. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin et félicitations une fois encore pour votre titre qui vous a été décerné pour ce travail incroyable que vous avez réalisé sur cette femme enceinte qui aujourd'hui se porte super bien. Vous passez une excellente journée du mardi et revenez-nous ici dès que vous pouvez pour continuer par nous entretenir sur ces pathologies-là qui sont des tueurs silencieux qui ne sont pas forcément mises en lumière comme cela se doit. Excellente journée du mardi à vous. Merci à vous. Et à très bientôt. 5 sur 7 matin, il est l'heure à présent d'installer le débat matinal, le forum de discussion avec les francs-parleurs du mardi. Vous êtes de nationalité béninoise, vous êtes âgé de 18 à 40 ans, vous êtes titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, bac professionnel, BTS ou DUT, licence professionnelle ou DTS, master ou ingénieur, vous êtes en quête d'un emploi ou d'une bonne expérience en entreprise en vue de votre insertion professionnelle, vous êtes immédiatement disponible, vous pouvez faire partir des 2000 bénéficiaires pris en charge chaque année par le gouvernement à travers le programme spécial d'insertion dans l'emploi. Pour ce faire, rendez-vous sur le site www.psie.bj. Remplissez les champs destinés aux candidats à l'emploi, inscrivez-vous et soumettez votre dossier. La suite réservée à votre dossier vous sera notifiée par SMS, par mail ou sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter fréquemment. Vous êtes une entreprise publique ou privée légalement constituée au Bénin. Vous exercez depuis au moins une année. Vous êtes à la recherche de collaborateurs compétents et motivés pour soutenir le besoin de développement de vos activités. Vos moyens ne vous permettent pas d'en recruter. Pas de souci. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi mis en place par le gouvernement est la solution à vos préoccupations. De nombreux candidats à l'emploi y sont inscrits pour répondre à vos attentes. Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site www.psie.bj. Remplissez les champs dédiés aux entreprises et soutenez vos demandes.
Elles seront traitées. Vous serez informé du résultat par mail et sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter régulièrement. « 5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Cotonou, ville la plus propre d'Afrique de l'Ouest et 6e ville la plus propre d'Afrique. C'est un classement du magazine Jeune Afrique qui vient sans doute consacrer les efforts du gouvernement en termes de salubrité publique. Il met l'accent sur la gestion des déchets et l'assainissement. Mais une question demeure, les citoyens de Cotonou sont-ils pour autant devenus éco-responsables? Autour de la table pour débattre de cette question, Alain Tosuno, bonjour et bienvenue. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Très bien. Plaisir de vous retrouver, comme toujours, sur 5 sur 7 matin. Will, qui est resté avec moi sur le plateau. Et en face, Sandra Idossou. Bonjour Sandra. Visage désormais connu des Béninois. Vous arborez déjà le t-shirt de la Nocturne de Cotonou. Ce sera sans doute la dernière de cette année 2024. On aura le temps d'en parler tout à l'heure. Mais vous êtes connu également pour vos éco-running que vous organisez avec tout le monde. Tous ceux qui ont envie de participer à des activités éco-citoyennes se rapprochent de vous pour évidemment aller ramasser, collecter les déchets dans Cotonou et environ. Et donc de voir ce classement dans lequel aujourd'hui Cotonou figure en leader, ou Cotonou se pointe en leader en Afrique de l'Ouest en termes de salubrité. Qu'est-ce que cela vous fait comme sentiment? Alors, j'avoue que quand j'ai vu le classement, j'ai sauté. J'ai dit, bon, enfin, on y arrive, petit à petit. On y arrive parce que je me suis rappelé d'une anecdote. Je me rappelle en 2017 ou en 2016, quand le président Patrice Talon était venu à Kigali. À l'époque, je vivais à Kigali et je me rappelle de la conférence de presse où je lui demandais comment est-ce qu'il comptait amener, parce que, bon, évidemment, il était émerveillé par la propreté, tout ce qu'il voyait au Rwanda. Et je me rappelle, je lui demandais, mais comment est-ce que vous comptez amener le peuple béninois à vous suivre dans votre vision de ce Bénin-là? Et je me rappelle très bien de sa réponse parce qu'il m'a dit, il a répondu qu'aucun peuple n'était réfractaire au changement, même si ça prend du temps, même si au départ les populations ne comprennent pas pour quelles raisons on met en place un certain nombre de choses. Tôt ou tard, on finit par comprendre. Et moi, quand j'ai vu ce classement, je me suis rappelé, je me suis dit, il y a 7 ans, il avait eu cette vision peut-être. Il avait dit qu'un jour, il amènerait Cotonou à être une ville propre. Et je me dis, petit à petit, on y arrive. C'est vrai qu'on aurait souhaité arriver plus tôt, on aurait souhaité que ce ne soit pas que Cotonou, mais je me suis dit, ça prouve que l'effort paie, ça prouve surtout que la société de gestion, parce que vous savez, aujourd'hui, on parle de grandes choses, mais après, on ne se donne pas les moyens. On n'a pas les moyens de sa politique, mais le fait d'avoir la société de gestion derrière, je pense que ça a vraiment aidé. Maintenant, est-ce que les populations elles-mêmes, elles ont compris? Est-ce que Cotonou est propre parce que les populations ne jettent pas, ou Cotonou est propre parce que derrière, il y a une société qui nettoie? C'est là où il faut se poser de vraies questions. Moi qui organise les éco-running, je peux vous dire que nous organisons des éco-running où nous disons aux gens de ne pas jeter. C'est-à-dire, les gens viennent pour cette campagne, mais vous allez vous rendre compte que quand on finit les éco-running, même sur l'endroit où on fait ces activités, on est obligé de passer derrière pour jeter. C'est pour vous dire que le problème est profond. Ça va prendre du temps. Ça mérite beaucoup de sensibilisation, mais surtout, ça mérite des actions concrètes pour que petit à petit, ce ne soit pas seulement Cotonou, mais d'autres villes du Bénin. D'accord. Alors, William, ce sont quand même de petites victoires qu'il faut célébrer et qu'il faut mettre, comme Sandra a commencé par le dire déjà, à l'actif de la SGDS qui, depuis quelques années maintenant, a commencé un gros travail de salubrité publique. C'est vrai que cela m'a aussi réjoui quand j'ai lu le document de Jeune Afrique qui nous dit que Cotonou est l'une des plus propres villes de l'Afrique. Et pour moi, je me suis dit, la première structure à remercier, c'est la GDS. D'abord, les décideurs qui ont pris cette initiative de créer cette société. Parce qu'au départ, ce n'était pas gagné d'avance. Je me rappelais, il y a quelques années, même avant l'arrivée du président Talon, on voyait les ordures sur les pleins centraux de nos voies. Et c'était des éléments de reportage pour nous. Parce qu'il fallait descendre pour aller faire ces constats.
genre décourager ce comportement d'incivisme de certaines populations. C'est pas tout le monde qui le fait, mais il y en a qui, peut-être le matin, ils ne savent pas où mettre ses déchets. Et le matin, comme c'est à la maison, il faut se débarrasser. Donc, très tôt le matin, on dépose ça sur le terre-plein central et puis on disparaît. Mais aujourd'hui, on a vu quand même que ce comportement a changé grâce à la présence de cette société. Alors, est-ce que si cette société disparaissait, est-ce qu'on va continuer à avoir cette ville propre toujours? C'est des questions qu'on se pose. Est-ce que le comportement est ancré en nous, Béninois? Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à se dire, dans ma maison, je jette bien mes déchets, je ne les jette pas n'importe où? C'est là la grosse question. Et l'autre problème que je pose, est-ce que la société va durer dans le temps? Alors aujourd'hui, est-ce que, Alain, justement, on doit normalement continuer par se poser cette question au regard de ce que la SGDS apporte à la communauté? Est-ce que la réflexion doit toujours être, est-ce que la société va durer dans le temps? Pour vous, ce n'est pas un acquis, ça, déjà? Oui, il faut se poser des questions. Je pense, tout en saluant les efforts, il faut dire que on vient quand même de quelque part. Et il faut saluer les investissements qui ont été faits avec la société. C'est vrai qu'on parle de la création de la société, mais il a fallu injecter 8 milliards sur 3 ans pour qu'on en arrive là. Cet argent, la ville de Cotonou ne l'avait pas. Il faut quand même aussi rappeler qu'avant 2017 ou 2018, quand la société a vraiment démarré à Cotonou, il y avait déjà un système qui avait été mis en place, qu'il faut saluer. Nous ne venons pas du néant. Avec Ospam Québec, en 2001, on avait déjà commencé à dessiner cette filière-là. Donc c'est sûr ce qui avait été fait. Et je dois vous rappeler que la ville de Cotonou avait inspiré la ville de Ouagadougou en son temps. Parce que Simon Comparé, l'ancien maire de Ouagadougou, venait ici pour s'inspirer de comment on avait dessiné la filière avec la pré-collecte, la collecte et puis bon, maintenant la décharge. Et quand ce projet finissait, qu'il y a eu 2 phases, une première phase qui a commencé en 2001 et une seconde phase, c'est à la fin de la seconde phase qu'on a eu donc ce centre d'enfouissement aujourd'hui qui est utilisé par la société. Parce que si vous n'avez pas de décharge, mais vous ramassez les ordures, il faut les mettre quelque part. Donc il faut saluer ces efforts qui ont été faits. Mais le problème qui s'est posé par la suite, c'est que la ville de Cotonou n'avait pas les mêmes moyens d'investissement. Et les études ont montré que si les villes africaines doivent faire face à la question de la gestion des déchets solides ménagers, chaque ville doit consacrer 40% de son budget, ne serait-ce qu'à la gestion des déchets solides ménagers. Et aucune ville n'a ces moyens. Vous ne pouvez pas prendre 40% de votre budget à investir juste pour la question de la gestion des déchets solides ménagers. Il y a d'autres secteurs qui doivent prendre. Donc, les États doivent soutenir les villes à faire face donc à ce problème-là. Et c'est ça qu'on voit un peu. Moi, je suis pas surpris aujourd'hui. Kigali, on connaît bien Kigali, mais la ville de Rabat, Alexandrie. Je suis allé voir aussi à Alexandrie comment la gestion se fait depuis plusieurs années. Cape Town. Parmi toutes ces villes-là qui sont avant Cotonou, c'est seulement au Botswana, Gaborone, la ville que je ne connais pas. Gaborone. Mais Cape Town aussi, j'ai vu en Afrique du Sud comment. Mais ces villes-là, ça fait des années que ces villes-là sont au haut du Justement, c'est ce que j'allais vous demander, Alain. Oui. Quand on regarde dans ce classement, Cotonou, donc 6e, derrière donc Kigali, Rabat, Alexandrie, Gaborone, Cape Town si vous voulez, on se rend compte que ce sont des villes quand même de grosses mégapoles, j'ai envie de dire, sur le continent. Cotonou, c'est quand même une petite ville côtière. C'est une petite ville de 2,3 millions habitants, pendant que Alexandrie seule, ça fait 6 millions d'habitants. Exactement. Donc vous voyez que et Rabat, voilà. Donc c'est vraiment beaucoup de, comment on appelle, la ville d'Alexandrie, quand on était allé, c'est 6 000 tonnes par jour. Et chez nous, c'est 450 000 tonnes par jour pour ne serait-ce que Cotonou. Le Grand Nokoué, ça fait entre 800 000 et 1000 tonnes par jour. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir à Rabat chaque jour. Donc, mais le problème, là-bas, ce sont les villes qui portent, c'est pour ça, c'est durable. Maintenant, la question qu'on se pose, elle est assez pertinente. Est-ce qu'on aura le même, la société va toujours rester, ou
à un moment donné, il faut quand même que la ville prenne en charge, parce que c'est une compétence de la ville. C'est parce qu'il y a eu un accord cadre entre la ville de Cotonou et puis les villes du Grand Noko et puis la société, le gouvernement, bon, qu'on a ça. Alors, la société aujourd'hui, Alain, si je me permets de vous relancer dessus, la société aujourd'hui a élaboré sa politique de rentabilisation. Donc, pour voir à peu près, pour déterminer comment elle compte renflouer ses caisses. Dès lors, est-ce que le problème devrait continuer par se poser? Non, le problème ne devrait pas se poser parce que, et là, il faut rappeler qu'on a eu ce moment de gratuité. Et après, il faut quand même payer pour le service. Et je crois que ça va permettre justement de s'inscrire dans la durabilité. Parce que l'État ne va pas continuer à injecter de l'argent. Il faut que chaque citoyen, chaque ménage puisse être, puisse payer pour ce service-là. Et toutes les études ont montré qu'effectivement, s'il y a un service pour lequel les ménages sont prêts ou les citoyens sont prêts à payer, c'est les déchets solides ménagers, parce que personne ne veut avoir des déchets dans sa maison. Donc, je pense que ça va arriver. Et je pense que pour janvier 2025, il est annoncé qu'effectivement, on va commencer à payer. D'accord. Alors, William, je voulais ajouter ceci à ce qu'a dit Alain. Je pense que cette initiative, cette image qu'on montre de Cotonou, une ville propre aujourd'hui, va durer. Si, après le démarrage de l'activité, ou du moins de 2025, si vraiment les gens vont payer cela, si cela dure dans le temps, ça veut dire qu'on est sûr que cela va durer. Si ça ne marche pas, ça veut dire que on aurait eu peut-être pour un laps de temps cette victoire. Il y aurait eu une petite éclaircie dans la grisaille. Exactement. Donc, j'attends de voir vraiment si les populations sont prêtes à payer ce service. Certes, il a dit qu'elles sont prêtes à payer, bon, on verra bien. Alors, oui, ben, c'est par rapport au montant que la question va se poser. Mais c'est un service, c'est montrer que sociologiquement, les gens sont toujours prêts à payer pour ça parce que... Avant, il fallait le payer aussi. Avant, quand il y avait les services de précollecte dans les quartiers, absolument, avec les ONG. Oui. Moi, je me rappelle que j'avais un voisin, justement, qui ne payait pas. Donc, mon voisin, lui, il avait ses déchets, il les brûlait. Donc, nous, à la maison, on était obligés de respirer ce qu'il brûlait. Je suis allée plusieurs fois le lui dire, mais il ne comprenait pas. Il a fallu appeler la police et tout. Donc, moi, je ne suis pas sûre que ça devienne aussi facile que ça. Oui. Je ne suis pas sûre qu'à partir de janvier, que la société de gestion... accepte de payer. Parce qu'il faut l'imposer, il faut que ça devienne une obligation. Maintenant, comment est-ce que l'État va le faire? Parce que vous savez, on a aussi remarqué, quand on dit oui, dorénavant, on va faire ceci, mais les moyens, est-ce qu'on aura derrière les moyens pour obliger toutes les populations à payer ces taxes-là? Alors, Sandra, on a reçu sur ce plateau les responsables de la SGDS à qui on avait posé la question au sujet donc, de comment est-ce que cela va se passer. Ils nous avaient expliqué en son temps que les montants avaient été déterminés par rapport à ce qui se faisait avant. Donc, ce n'est pas comme s'ils étaient sortis du néant pour tracer, on va dire, une fourchette dans laquelle va se situer on va dire, le montant à payer. Donc, théoriquement, les populations devraient pouvoir se retrouver... Mais Eman, pendant le moment, il y a eu la gratuité. Oui, mais les gens sont habitués à cela. Le temps de rôder le service, William. Bon, enfin. Le temps de rôder le service. Non, c'est quand même des inquiétudes que moi je soulève. Oui, mais partout, est-ce qu'il y a un pays au monde, même dans les pays développés, où on ne paye pas le service de ramassage? Oui, partout on paye. Comme je le dis, la question c'est le montant. Et en principe, je pense qu'une étude a été faite pour voir un peu jusqu'à combien les Cotonois sont prêts à payer. Et j'espère que ces montants ont été fixés en tenant compte donc des résultats de cette étude-là. Là, on est entre 5 000 et 30 000. Voilà, parce que l'ancien système n'avait pas fonctionné parce qu'on avait seulement 25% des ménages au Bénin et on a 600 environ, pour le Grand Noko, ça fait 611 000 ménages. Ouais. Alors, 25% seulement des ménages acceptaient de payer. Donc, c'est ça qui faisait que le système, la ville de Cotonou avait des difficultés. À gérer. Mais il faut dire aussi que il faut continuer à communiquer, à sensibiliser. Mais on a également la loi portant gestion, la hygiène publique, qui, en principe, qui oblige donc chaque citoyen à pouvoir, à ne pas jeter les ordures n'importe comment. Donc, il faudra la sanction, il faudra la communication, la sensibilisation, et on verra effectivement comment ça va, parce qu'on ne peut pas, l'État ne peut pas continuer à injecter des milliards
Alors que, effectivement, chaque ménage peut contribuer pour rendre durable ce système qui a été mis en place et dont on est fier. Alors, mais il y a comme aujourd'hui que la mairie de Cotonou, il y a comme un désaveu de la mairie de Cotonou qui a confié presque le volet, on va dire, collecte de déchets, assainissement à la société de gestion. Quelle doit être aujourd'hui la responsabilité de la mairie? Parce que la mairie ne doit pas rester en marge de... Non, mais il faut que la mairie reprenne... Non, on ne peut pas parler de désaveu. Je vous ai dit, il n'y avait pas que la ville de Cotonou qui faisait face au problème de gestion des déchets solides. Mais c'était la question de la voirie urbaine, c'est beaucoup d'argent. Comme je vous l'ai dit, consacrer 40% de son budget pour rendre efficace un système, alors qu'il y a les écoles qui sont sous l'eau, il y a l'éducation par ici, il y a d'autres secteurs. C'est que, qu'est-ce qui s'est passé? On a remarqué, les études ont montré que les gouvernements, très souvent, abandonnent disons, la gestion de des déchets solides ménagers aux villes. Est-ce que ce n'est pas de la responsabilité des villes, justement? Alors, on a aujourd'hui la mairie de Cotonou qui a pu renflouer ses caisses pour le compte de cette année 2024 à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA. C'est ce qu'il a dit. Et les prévisions pour l'année 2025, on est autour de 2 milliards. Alors, oui, mais écoutez, le budget de la ville de Cotonou fait combien 10-15 milliards. Et on a injecté 8,2 milliards seulement sur 3 ans pour la gestion des déchets solides ménagers. Vous voyez que ce budget ne peut pas... Il faut déléguer une partie à la municipalité. Maintenant, vous avez parlé de la responsabilité. Et c'est là où je pense que c'est vrai, on est fiers aujourd'hui, Cotonou a détrôné même Accra. Accra qui était la ville la plus propre de l'Afrique de l'Ouest. Mais il y a des défis qui sont encore là, parce que on sait très bien qu'il y a des quartiers qui ne sont pas totalement propres. La question du tri qui n'est pas encore fait, le tri, parce qu'on a toujours une poubelle au niveau de chaque ménage, alors qu'on doit en avoir au moins 3 pour un peu faire le tri à la source. Il y a la question de la valorisation qui n'est pas encore faite. Vous allez à Alexandrie chaque matin, vous avez un tracteur qui vient chercher le compost pour les agriculteurs. Les agriculteurs sont là, ils cherchent parce qu'on fait de la valorisation. Donc c'est très important. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à enfouir les déchets alors que c'est de l'or. Pendant qu'on utilise des engrais chimiques pour les légumes à Cotonou, on peut avoir du compost pour remplacer les engrais chimiques. Ce qu'il y a, c'est que les élus locaux doivent continuer à soutenir donc ce dispositif qui a été mis en place. Parce que ce qui se passe dans les quartiers, et c'est là où cette transformation, il faut transformer les citoyens en véritables citoyens éco-responsables. On sent que là, ça n'a pas encore suffisamment pris. Parce qu'on voit des gens qui continuent à jeter une orange qu'on a fini de sucer, une banane qu'on a fini de manger, ça continue. Et c'est là où je pense que il faut soutenir, ces élus locaux doivent soutenir le travail qui est fait au quotidien. Et également les ONG qui, ce n'est pas parce qu'on a une société qui est là et on a des gens qui viennent ramasser les ordures tous les soirs qu'il ne faut pas continuer à éduquer donc les citoyens. Je pense que ce travail doit continuer et c'est là où quand même on peut voir que la société organise des campagnes donc, dans les écoles, dans les quartiers. Donc il faut continuer à travers des initiatives de quartier, le quartier le plus propre et tout ça, pour qu'on puisse avoir cette transformation qu'on attend au niveau du citoyen cotonois et aussi des autres villes. Il y a un problème. C'est vrai que Cotonou, aujourd'hui, ville propre, plus propre de l'Afrique de l'Ouest, mais à quel prix? Tout à l'heure, il a évoqué un aspect qui n'a pas trop creusé, c'est comment est-ce que nous gérons ces déchets que nous ramassons des maisons? Parce qu'il n'a pas de tri. C'est juste un enfouissement. Un enfouissement qu'on fait. Mais alors, là, on va enfouir ces déchets-là, quoi. Comment est-ce qu'on geste là après? Il y a une station de triage. Oui, il y a la décharge. Il y a deux. Il y a deux stations de traitement aujourd'hui. Juste un enfouissement. C'est-à-dire un enfouissement qui va avoir un impact aussi. On est en train de faire notre marche progressive dans ce secteur-là qui est celui de la gestion des déchets solides et ménagers. Progressivement, on va y arriver. Ce sont de petits pas. Mais Emmanuel, on fait comment ça? On continue à enfouir, c'est ça? On continue à enfouir sous terre sans Je pense que la réflexion se mène. Oui, c'est prévu, la valorisation est prévue. La réflexion se mène au niveau, donc forcément, je suppose, des responsables de la société de gestion. Herman, moi je voudrais attirer notre attention sur la rigueur et sur les sanctions. Tant que nous allons parler de sensibilisation et tout, mais que derrière il n'y aura pas
de sanctions, les gens vont continuer par jeter. Est-ce que vous imaginez que la place de l'Amazone, qui est aujourd'hui l'endroit, le monument qui attire le plus de monde, si vous allez là-bas les week-ends et que vous voyez comment les gens jettent par terre, non mais pas que des sachets, les gens jettent tout par terre. Il y a même des vendeurs qui viennent s'installer là. Heureusement que la police joue un rôle formidable pour chasser tout ce monde. Donc moi je pense que il y a un gros marché qui s'installe au niveau de la place de l'Amazone. Donc il faut de la sensibilisation, mais il faut sanctionner les gens pour qu'on comprenne que l'espace public là, ce n'est pas de la poubelle et qu'on ne vient pas faire son marché là-bas. Donc pour moi, tout comme la loi qui interdit le sachet plastique, on a vu, hein, on a de grandes lois, mais derrière, il n'y a pas de sanctions, derrière, donc évidemment, on se rend compte qu'on continue pas à jeter. Donc pour moi, c'est important que l'éducation, la sensibilisation, que tout ça puisse rimer avec la sanction derrière. Et sur cette question-là, la loi portant hygiène publique a prévu qu'il y ait une fusion de la police sanitaire avec la police environnementale. Et aujourd'hui, on est en sous-effectif par rapport, on ne voit pas la police sanitaire, on ne voit pas la police environnementale. Donc si nous voulons rendre durable ce système-là, c'est qu'il faut renforcer la police sanitaire et la police environnementale pour que dans les quartiers, on puisse avoir donc cette police-là qui rappelle à l'ordre les citoyens qui vont jeter par devers les voitures ou aux abords des voies un certain nombre de choses. C'est important. Moi je dis, on ne va pas tout le temps rester derrière Chabenois pour dire voilà, fais ci, fais ça. Il est quand même temps que nous puissions faire ancrer cela en nous. Qu'est-ce que ça me coûte de pouvoir dire, je gère bien mes déchets. Moi, excusez-moi du peu, quand moi je sors et que tu vois des gens traîner avec le chien et que le chien dépose et que le gars sort un sachet de sa poche et ramasse rapidement les crottes, mais tu te dis mais attends, mais pourquoi pas nous aussi on peut le faire? C'est un niveau de conscience il faut qu'on le fasse aussi. Oui, mais les Ghanéens l'ont réussi. Quand vous allez à Accra et que vous êtes étranger et que vous jetez, mais c'est un citoyen ghanéen qui te rappelle à l'ordre. William ou Alain, est-ce qu'il ne faut quand même pas aussi être indulgent, comprendre que comprendre si vous permettez que le niveau que les autres ont atteint en termes de conscience, ça a pris beaucoup de temps pour y arriver et qu'il faut qu'on fasse également notre marche progressive vers le respect. Mais c'est comme si vous dites que le Bénin a été créé il y a quelques années. Le Bénin existait depuis toujours, non? Mais pourquoi penser qu'on doit d'abord... Mais cette conscience éco-responsable, éco-citoyenne, à quel moment on a commencé par la cultiver? Il a fallu le réveil de la société civile avec les sensibilisations, le travail de Nadia, le travail de Sandra, de toutes ces personnes, de toutes ces belles personnes qui se battent au quotidien pour sensibiliser au niveau des apprenants, au niveau même des adultes. Aujourd'hui, on a compris qu'à la vérité, mais ce sont les adultes qui polluent le plus. La dernière fois, j'ai poursuivi un monsieur qui a jeté devant moi. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Aliot ER. Ça veut dire quoi d'ailleurs? Est-ce que la route là, est-ce que ça t'appartient? La route c'est pour tout le monde, donc c'est pas chez toi. C'est pour dire que cette sensibilisation dont nous parlons, il faut que nous retournions dans les écoles. Nous faisons, nous en tant que société civile, mais ça ne suffit pas. On n'a pas assez de moyens pour couvrir toutes les écoles et je me dis que dans le cursus scolaire, dans nos écoles, il doit y avoir des moments où on parle de ces choses-là. C'est pas juste un coup où on survole comme ça, mais vraiment que l'éducation civique soit ancrée dans tout ce que les enfants apprennent. Et ce n'est qu'à ce moment-là que petit à petit, on va se dire, dans 10 ans, on va avoir cet esprit, je dirais, cette conscience éco-responsable. Mais il faut commencer dans les écoles, absolument, et il faut sanctionner. Très bien. Alors, Cotonou désigne première ville la plus propre d'Afrique de l'Ouest et 6e ville plus propre d'Afrique. Que vous inspire ce classement, Maurice? Bonjour. Bonjour Eman Rodrigue Amegan, bonjour à tous et bonjour à toutes. La question du jour de ce mardi que vous venez de rappeler a inspiré donc nos amis internautes. Ils ont estimé que c'est un honneur qui est rendu à notre ville et surtout c'est une reconnaissance à l'endroit du travail colossal abattu par les autorités, disons au niveau national mais également au niveau de la ville de Cotonou. Il y a un hommage qui est souvent revenu à l'endroit de
de l'ex-préfet du littoral Modeste Toboula. Beaucoup estimaient que c'est lui qui a posé les bases de cet assainissement de la ville de Cotonou. Ah oui? Mais ils ont également estimé de ce déguerpissement retentissant, de cette opération retentissante. C'est d'abord la zone Gérard. Les commentateurs également estimaient que si le Cotonou est première ville propre de l'Afrique de l'Ouest, l'enjeu c'est aussi de rester sur la durée, faire mieux et peut-être à terme de dépasser Kigali. On va lire les commentaires. Aujourd'hui, je commence avec Koumassa Maurice, encore une fois, qui nous dit Cotonou désigné ville propre dans l'Afrique de l'Ouest est un mérite au gouvernement du président Patrice Talon qui, grâce à son ex-préfet du littoral Modeste Toboula, avait su imposer une bonne base pour relever le défi de la salubrité dans la ville économique de notre pays. Ce cap doit être maintenu pour mieux faire tout en reconsidérant l'humanité dans le processus du développement et sans jamais oublier les efforts du préfet. Caliste Bokor nous dit que ce classement est un honneur pour nos diverses autorités, acteurs dans l'assainissement et les citoyens qui respectent les mesures. C'est un point positif qui peut motiver les touristes vers la destination Bénin. La propreté d'une ville étant un signe de la préservation de la nature, de la lutte contre la pollution, etc. Nous pouvons faire mieux et dépasser Kigali, Johannesburg, Rabat, etc. Bravo à Cotonou et au Bénin. Jean Zounon nous dit que Cotonou désigné ville propre en Afrique de l'Ouest signifie que le gouvernement du président Talon a fait un travail colossal. Surtout, le mérite revient à l'ancien préfet du littoral et le conseil municipal de la ville. Le défi qui reste à relever, selon Jean Kokouzounon, c'est de rester longtemps et surtout sur plusieurs années une ville propre. On va terminer avec le commentaire de Parfait Zinvo Edo. Il nous écrit ceci: la désignation de Cotonou comme ville la plus propre d'Afrique de l'Ouest et 6e en Afrique représente une reconnaissance significative et inspirante. Elle met en lumière les efforts concertés des autorités locales, des citoyens et des organisations de la société civile. Les actions quotidiennes tels que le balayage des chaussées, la collecte des ordures ménagères et le traitement efficace des déchets ont considérablement amélioré la qualité de vie et renforcé l'hygiène publique. Par ailleurs, l'entretien soigné des fleurs le long de certaines artères et places publiques a contribué à transformer le visage de la ville. Voilà, Herman, ce qu'il faut retenir des commentaires de nos amis internautes sur le sujet du jour. Merci beaucoup à vous, Maurice Tantan. Merci. Vous qui aimez particulièrement longer la route des pêches pour aller faire du running. Allez, c'est beau, hein, n'est-ce pas? Comme là, le 26, absolument. Il vient toujours. Hein. Justement, c'était pour trouver la passerelle. Alors, donc le 26, nous allons continuer par faire de la sensibilisation. Tu l'as dit à la fin. Non, mais parce que lui vient. Lui ne vient pas seulement. Non, il vient pas, c'est ça? Bon. Il était là la dernière fois. Il était là la dernière fois. Il s'est sorti la photo. Herman était là aussi. Il a fait 10 km, le lendemain, il était courbaturé. Restez là aussi, Herman. Voilà. Donc, on utilise le sport comme vecteur de sensibilisation pour que nos populations comprennent pourquoi nous devons garder nos rues propres. Et donc, ce 26, c'est le dernier jeudi de l'année. Venez nombreux, nous attendons 3000 personnes. Pour nous, c'est une victoire. Mobiliser 3000 personnes une soirée pour parler de préservation de l'environnement, pourquoi il faut le faire, pourquoi il ne faut pas jeter. C'est des petites victoires et pour moi, ce classement, c'est aussi une récompense pour tous les bénévoles, toutes les associations qui se mobilisent partout au Bénin pour sensibiliser nos populations. Donc venez et célébrons une fois encore. Cette fois-ci, on va attendre surtout Alain. Oui, voilà. Alain là, je ne l'ai pas encore vu. Voilà. Bon, si je ne vais pas au village, il faut faire la... Non, on va regarder cette fois-ci. Allez, merci. Parce qu'on a besoin aussi d'assainir nos villages. Bien sûr. Mais à part Cotonou, justement, il y a des villes du Nord aussi. Je précise que la place, le lieu de rencontre, c'est le parking de l'école Montaigne. Donc, on part de là-bas et on fait 8 km et c'est à 18h le jeudi 26. Alors, je voulais dire qu'à part Cotonou, il y a quand même d'autres villes aussi qui aujourd'hui deviennent de plus en plus propres. Donc, voilà, Porto-Novo, Parakou, Nati, voilà. Forcément, quand les rues sont asphaltées, c'est plus facile de... Maintenant, on parle de gestion des déchets solides, mais il y a la question des eaux usées. Absolument. Je pense que là, c'est un gros défi qui est là. La ville de Cotonou n'a pas un réseau d'égouts.
Donc c'est l'assainissement autonome. Donc il faut faire en sorte également, dans la sensibilisation, demander à chaque habitation d'avoir des puisards pour récupérer les eaux usées domestiques, s'ils sont des eaux résiduaires. Et après, bon, avec les véhicules comment on appelle, de vidange pour vidanger ces eaux usées-là. Parce qu'on se rend compte que les matins, les femmes viennent jeter les eaux usées sur les belles rues qui sont en train d'être réalisées. C'est un challenge qui est là. Et c'est pour ça que je pense que la société, on a étendu ces missions à la question donc de la gestion des eaux usées et des bouts de vidange. Donc c'est un challenge qui est là. Si on veut maintenir le top, il faut également aussi évoluer sur ces questions donc de gestion des eaux usées. Très bien. Merci beaucoup à vous Alain, merci William, merci Maurice, merci Sandra. On sera à vos côtés le 26 prochain pour la dernière nocturne de Cotonou. Voilà, dernière escale de cette émission, c'est bien sûr la revue de presse de Marcel Arrossi. Marcel qu'on va retrouver pour la lecture des journaux. Marcel Arrossi. On vient de parler donc de Cotonou, première ville propre en Afrique. Cette fois-ci, encore une autre distinction, mais à l'endroit d'une personne, d'une personnalité. Le ministre des Finances, Romiad Wadaï, sacré meilleur ministre des Finances. Dans un continent où les défis économiques sont multiples et complexes, Romiad Wadaï, ministre de l'économie et des finances du Bénin, s'impose donc comme une figure incontournable de la finance africaine, introduit la nation. Ceci renforce son rôle dans la transformation économique du Bénin. Selon le quotidien de service public, février 2024 a marqué un tournant pour les finances publiques béninoises avec l'émission d'un emprunt souverain de 750 millions de dollars à un taux compétitif de 7,96%. Cette opération a propulsé le Bénin au rang de troisième meilleur crédit africain en dollars américains derrière le Maroc et l'Afrique du Sud. En parallèle, un exploit inédit a été réalisé avec le Fonds monétaire international. Le Bénin a bénéficié d'un financement équivalent à 400% de son quota, bien au-dessus de la moyenne africaine de 125%. Le pays a également accédé au Fonds de résilience qui propose des prêts à long terme témoignant de la confiance internationale dans sa gestion économique, détaille la nation. Sous sa direction, le Bénin s'est affirmé comme précurseur de la finance durable en Afrique depuis l'émission historique de son obligation ODD en 2021 jusqu'à la signature d'un accord bilatéral, une première en Afrique avec la Norvège sur l'article 6 lors de la COP29 en 2024. Le pays s'impose comme un acteur majeur du financement climatique. Dans le même registre, en juillet 2024, la table ronde sur le financement climatique organisée par le Bénin a attiré des investisseurs internationaux, renforçant l'engagement du pays en faveur des initiatives climatiques et du développement durable. Récompensé pour la 5e fois depuis 2018, veut conclure la nation. Romiad Wadaï s'impose comme l'architecte d'une révolution économique durable, faisant du Bénin un modèle de réussite et une source d'inspiration sur le continent et à l'échelle mondiale. Et puis à la une au Bénin également, la nouvelle prouesse de l'armée béninoise face aux terroristes. Les forces de défense et de sécurité du Bénin ont mis en échec une nouvelle offensive des groupes terroristes. C'était au cours d'une opération menée par l'armée béninoise le dimanche 15 décembre 2024 dans la commune de Bani Kouara, écrit le Matinal. Au cours de 2 affrontements distincts, 7 individus suspectés d'être des terroristes ont été neutralisés par les forces armées béninoises. Le premier affrontement, explique Fraternité, a eu lieu tôt dans la matinée aux environs de 8 heures du matin dans la région de Yampogou Baraka à proximité du fleuve Mekrou dans la commune de Bani Kouara. Quelques heures plus tard, une unité engagée dans l'opération Mirador a été prise dans une embuscade près du fleuve Tandara dans la localité de Yigirou. Grâce à une réaction rapide et efficace, les soldats ont neutralisé 5 autres terroristes présumés. Des armes et des pièces de moto utilisées par ces criminels ont été récupérées, renforçant les capacités d'analyse et de riposte des forces de sécurité béninoises. Ces succès marquent une avancée notable pour une armée béninoise qui, ces dernières semaines, a dû faire face à des pertes dans ses rangs en raison de l'escalade des menaces terroristes dans le nord du pays.
Marcel Rossi, il mesure 1m75, il a 27 ans, il joue pour l'Atalanta Bergame et c'est un Nigérian. Et aujourd'hui, il est le meilleur joueur africain de l'année. Bien sûr, les CAF Awards 2024 ont dévoilé ce lundi à Marrakech, au Maroc, les meilleurs du football africain pour la saison. Et c'est sans surprise que le titre le plus convoité de joueur de l'année est allé à Ademola Lookman du club italien de l'Atalanta de Bergame, qui succède à son compatriote Victor Osimhen. Entre autres, voici le palmarès de cette compétition que nous dévoile Wakat Sera depuis le Burkina Faso. Joueuse de l'année, joueur de l'année, vous le connaissez déjà, la joueuse de l'année, Barbara Banda Zambi, Orlando Pride. Entraîneur de l'année, homme, Emers Faye, sans surprise, de la Côte d'Ivoire. Entraîneur de l'année, femme, Lamina Boumedi, Maroc. Tout-puissant Mazembe, gardien de but de l'année. Voilà. C'est bien évidemment Ron Williams, le gardien de but du Mamelodi Sundowns et de l'Afrique du Sud. Marcel Rossi, merci pour toutes ces informations. C'est moi. Mais avant de boucler cette information, Marcel, on se permet quand même d'avoir une pieuse pensée pour notre collègue froidement décédé hier, tout juste lundi. C'est la nouvelle qui nous a abattus tous ce lundi dans l'après-midi. David Meing-Betor, conducteur de véhicule administratif CVA, donc pour la SRTB depuis quelques années déjà, il était ici. Il s'est manœuvrer tous les véhicules presque, que ce soit le pick-up, que ce soit le bus ou les cars régie. Il nous conduit à toutes nos destinations avec beaucoup de maestria. Malheureusement, Fodève, comme on a l'habitude de l'appeler affectueusement, ne pourra plus tenir cette mission. La faute à la mort qu'il a fauchée ce lundi. Toute l'équipe de 5 sur 7 matin a une pieuse pensée pour sa famille. Dans ces moments de grande tristesse, dans ces moments de grande douleur, l'équipe de 5 sur 7 matin se joint aux côtés de tous ses proches pour leur dire, évidemment à sa famille, nos vives condoléances. Voilà qui est dit. Fodève, comme j'ai l'habitude de l'appeler, paix à ton âme, repose en paix. C'est fini pour le compte de 5 sur 7 matin de ce mardi 17 décembre 2024. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour d'Émile Kouénayon. Retrouvez-nous demain quand il sonnera très exactement 7h, 6h en temps universel. Ici à la portée, vous très bien. Au revoir. Bon mardi à tous et à chacun. Paix et joie dans le monde. Salut.